Et oui, nouvel épisode du Twitch Live au sujet de Histoire naturelle de Pliny l'Ancien. Un épisode un peu spécial parce que au moment d'enregistrer, ça faisait à peu près 2 minutes que je m'étais réveillé en sursaut. Je suis allé coucher mon gars et je me suis endormi à côté. Bref, c'est l'idéal. Vous allez remarquer aussi qu'il y a un nouveau menu. C'est pas encore tout à fait au point, mais tranquillement, ça prend forme. Donc, dans cet épisode-là, je m'attaque au deuxième livre, Le monde et les éléments. Bon épisode. Bonjour. Je vais placer mon micro. Tout semble bien fonctionner. Bon, un petit retard ce soir de quelques minutes. J'ai passé tout droit. Ah. Bonjour copain Alain. Donc oui, deuxième épisode pour les lives des berceuses occultes où je m'intéresse à Pliny l'Ancien et son œuvre Histoire naturelle en 37 volumes. La semaine dernière, on a parlé justement du premier livre qui était en fait l'index et la préface de l'œuvre de Pline, d'Histoire naturelle. Et là, on embarque justement dans le deuxième livre, qui est Le monde et les éléments. Puis, le premier livre inclut, on parle justement de la Terre, de l'univers et de ses éléments. Je vais passer rapidement les thèmes qui y sont abordés. Ça commence avec justement le monde. Est-il fini? Est-il un? C'est son titre, sa forme, son mouvement et pourquoi le nom de monde. Des éléments et des planètes, des éclipses de lune et de soleil, la grandeur des étoiles, les découvertes astronomiques, retour des éclipses de lune et d'étoiles, le mouvement de la lune, le mouvement des planètes et les lois de leur lumière, cause de la variation de leur distance, les mouvements du soleil et la raison de l'inégalité des journées, l'harmonie des astres, dis-je, la dimension du monde. Passons rapidement. Couleurs célestes, les feux célestes, le bouclier ardent, prodige céleste qu'on voit qu'une seule fois. Bon, là, il va parler justement du tonnerre, des éclairs, de l'origine du vent, des espèces de vents, justement, époque des vents, nature des vents. Il y a une bonne partie sur tout ce qui entoure le vent. Et il va avoir la foudre, bien entendu, de l'invocation de la foudre, de quel objet la foudre ne frappe-t-elle jamais, les pluies de lait, de sang, de chair, de fer et de briques. J'aime bien de briques. C'est pas très naturel. Les pierres qui tombent du ciel, les arcs-en-ciel, les propriétés du ciel selon les lieux. Et on va parler aussi justement des tremblements de terre, les durées du jour sur la terre, les merveilles produites par la coopération du feu et de l'eau. Il y a beaucoup de choses qui sont traitées dans ce livre-là. Ça dit qu'au total, il y a 417 faits, récits et observations dans le livre numéro 2. Donc, ça commence ça commence en force. Disons, le premier livre, on parle immédiatement de la forme de la Terre. Et puis, on dit justement que la Terre est en forme de globe, qui est une idée qui est quand même demeurée aujourd'hui. Là, il y a encore une certaine partie de la population qui pense que la Terre est plate, mais en général, on est resté d'accord sur le fait que la Terre est un globe. Et puis après, on parle... Pline parle de la rotation de la Terre et des astres. C'est quand même assez drôle, justement, parce que Pline se surprend du fait que les astres et la Terre, dans leur rotation, ne font pas de bruit. Ce qui est quand même une drôle d'idée, parce qu'on pense pas tant à ça, mais ça semble le surprendre, que la Terre, en tournant, ne fait pas de bruit. Je trouve que c'est quand même
un détail intéressant. Il parle ensuite, et ça avec un certain... comment je pourrais dire? Il qualifie ça de folie. Le fait de la possibilité de monde infini. C'est quelque chose qui semble trouver une possibilité un peu saugrenue que, dans le fond, la Terre est peut-être pas l'unique monde habité. Et justement, après, il va parler de personnes qui, je me souviens pas si c'est les sites, mais justement, il va parler un peu d'exploration spatiale, la possibilité d'exploration spatiale, mais il dit pas ça dans ces mots-là. Et, je le cite, folie, pure folie de vouloir sortir du monde et d'en scruter l'extérieur, comme si l'intérieur en était pas déjà tellement connu. Et puis, c'est quand même drôle que cette opinion-là existe déjà à une époque, à cette époque-là, quand maintenant, des fois, on peut se questionner sur l'utilité de l'exploration spatiale, quand que, dans les faits, on connaît quand même très peu sur notre océan. Justement, je lisais que 24% des profondeurs océaniques ont été cartographiées et que seulement 5% ont été explorées. C'est un peu son point. Je trouve que c'est intéressant que même déjà à l'époque, les gens voulaient quitter la Terre pour faire de l'exploration. Bref. Dans le début de la lecture de Pline, on peut quand même s'étonner par une certaine justesse dans les propos. Hein. Des fois, on peut justement penser qu'à cette époque-là, ils ne connaissaient pas grand-chose, mais il y a quand même une base de vrai. Mais quand même, il va falloir attendre un certain temps, à peu près 1400, les années 1450 à peu près, avant d'avoir les théories, la théorie de Copernic sur justement le fait que c'est le Soleil qui est au centre de notre univers et non pas la Terre. Parce qu'à l'époque, c'est pas bien étonnant, on pensait que c'était la Terre qui était au centre de tout. Puis, mais sinon, le principe de la rotation des astres, puis tout ça, ben, il y avait déjà une idée qui se faisait, qui était quand même assez, déjà bien établie, avec certaines erreurs là, sur la disposition des astres, mais quand même, l'idée était là. Hein. Et puis, mais là, justement, ça prend pas longtemps avant que ça devienne un peu ésotérique, si je puis dire. Hein. Justement, quand il aborde le sujet de la conception du monde, qui se met à parler des 4, ou plutôt des 5 éléments élémentaires. Et puis là, on entre dans un... On rentre dans un peu dans l'ésotérisme, si je peux dire. C'est tiré des théories d'Aristote et justement là, de son traité sur le ciel. Puis là, je vais essayer quelque chose. Bon, avec Aristote, on parle en sphères. Vous devez vous imaginer une série de sphères l'une dans l'autre, un peu comme des poupées russes. Ou on peut plutôt s'imaginer un gros oignon, hein, avec ses multicouches. Et puis, la couche du milieu, c'est la Terre, qui est formée de terre et d'eau. La deuxième couche, c'est l'air. Et la troisième, c'est le feu. Ces deux-là, selon certains dires, que viendraient les astéroïdes et les comètes. Entre les deux couches suivantes, on pourrait se dire, coincé entre les deux, il y a la Lune. Ensuite, Mercure, Vénus et le Soleil. Et après, s'ensuit des astres plus lointains. Mais ce qui est important de s'imaginer, c'est que les planètes ou le Soleil sont coincés entre les sphères. Et toutes ces belles sphères-là sont justement en rotation dans des axes différents. Et on pourrait s'imaginer, par exemple pour la Lune, que par son poids, elle est adossée à la paroi et qu'elle suit sa rotation. Et finalement, passé la sphère de feu,
les astres flottent dans ce qu'on appelle l'éther ou la quintessence, qui est comme une espèce de matière de vide divine. Mais bon, si Aristote m'avait entendu, probablement qu'il dirait que j'ai simplifié de beaucoup sa patente, tout en n'ayant probablement pas compris la moitié des concepts. Oh, mon jeune ami, vous n'avez rien compris. Vous êtes un étron. Bref, tout ça pour dire qu'on a une belle ébauche d'un système solaire. Ensuite, il va parler, disons-le, les révolutions des planètes. Puis, à l'époque, il était quand même assez juste dans leurs calculs. Parce que, justement, la sphère de Saturne, selon Plint, prend 30 ans avant de revenir à son point de départ. Et puis, Saturne, dans les faits, prend 29 ans,4, si je ne me trompe pas. Donc, on n'est vraiment pas loin. Puis c'est pareil, justement, pour Jupiter, qui est mentionné qu'elle prend 12 ans pour faire le tour de sa rotation. Et avec 12 ans, et Mars, c'est 2 ans. Et toutes ces mesures-là sont quand même assez justes, à quelques mois près. Après, il va aborder justement ce qui est le sujet de la dimension des axes, la dimension des astres, pardonnez-moi. Et puis, c'est là qu'il y a des petits raisonnements un peu foireux, mais sinon, il y a quand même une certaine logique. Mais par exemple, selon lui, la Terre et la Lune ont la même taille, ce qui est pas tout à fait vrai. Hein? Mais sinon, que le Soleil est parmi l'ensemble des planètes l'astre le plus gigantesque. Après, il va nous parler justement des comètes. Puis il va donner des dates. Et par exemple, il fait mention d'une comète qui est apparue, puis qui a si on veut, une date semi-claire, parce qu'il parle que ça est apparu pendant des combats de gladiateurs. Il va y avoir plusieurs événements, justement, là, où il va donner, qu'on peut situer dans le temps avec des événements. Là. Il parle, par exemple, d'une comète qui est apparue pendant les terribles événements de Mondène. Je ne suis pas sûr c'est quoi les terribles événements de Mondène, j'ai pas vérifié, mais quand même. Parmi les événements naturels qu'il va nous expliquer, il y a par exemple des ciels couleur de sang. Et puis ça, surtout dans les dernières années, on est pas mal plus au courant de ce phénomène-là. C'est tout le temps relié à des feux de forêt. On en a eu, là, justement, il y en a eu à Manhattan l'année passée, des journées d'été où le ciel était d'un rouge-orange quand même très vif. Justement, il parle d'incendies qui se rapprochaient des terres habitées. Donc, clairement, on parle de ce genre d'événement-là. Il parle aussi, justement, puis ça c'est assez intéressant quand même, il parle d'apparition de 3 soleils. Et puis, l'apparition de 3 soleils, ça s'est produit, et ça s'est passé d'ailleurs au Québec. Je l'ai vu dans un livre que j'ai juste ici. Ça s'est passé en 1663, si je ne me trompe pas. Et c'était dans le livre que j'ai déjà mentionné au podcast, c'est 366 anniversaire canadien que j'ai ici. C'est par Élie de Salvaille et c'est illustré par James M.C. Isaac, dont lui aussi a un épisode qui traite de son œuvre. Hein. Et dans ce livre-là, ça s'est passé le 7 janvier 1663 et 3 soleils apparaissent à Québec. Bref, sur les 8 heures du matin, une légère vapeur presque imperceptible s'élève du fleuve et, frappée par les rayons du soleil, devient transparente.
de telle sorte néanmoins qu'elle ait assez de corps pour soutenir les deux images que ces astres peints dessus. Ces trois soleils sont presque en ligne droite, éloignés de quelques toises les unes des autres, selon l'apparence, le vrai tenant le milieu et ayant les deux autres à ses côtés. Je peux vous montrer ici, mais je l'ai en image juste ici, où on voit justement cet effet naturel. C'est pas exactement ça dans la réalité. Normalement, les deux soleils qui sont une illusion sont un peu déformés. Mais c'est intéressant quand même que justement ce soit mentionné dans le livre des anniversaires canadiens. Comme j'en avais parlé dans les autres épisodes, parfois Plint sidetrack et passe d'un sujet à l'autre. Et dans sa description du soleil, il fait un de ses premiers sidetracks et tombe sur le sujet de Dieu et des dieux, hein, parce que c'était des Romains. Et puis, c'est là qu'on ressent un Plint un peu désillusionné et amer, hein, quand même, on pourrait même dire. Ça arrive souvent que des fois, quand Plint donne, dans certaines anecdotes ou certains avis, paraissent un peu amers, surtout face à l'humanité. Mais ça donne justement, c'en est un premier exemple, mais là, je vais commencer. Il parle justement de la comparaison entre le soleil et Dieu. Aussi c'est, je pense, le fait de la faiblesse humaine que de chercher l'image de la forme de Dieu. Quel que soit Dieu, si tant est que ce n'est pas le soleil, et en quelque région qu'il réside, il est toute sensation, tout œil, toute oreille, toute âme, toute vie, tout lui-même. Ici, on a plusieurs extraits qui sont quand même intéressants que je vais lire. Ce qui nous console surtout dans l'imperfection de notre nature, c'est que Dieu de lui-même ne put pas tout. Il ne peut se donner la mort, ce qu'il a fait de mieux pour l'homme, au milieu des douleurs si grandes de la vie. Bon, vous en conviendrez, ça c'est un petit peu lourd. Il ne peut rendre un mortel immortel, ni ressusciter les trépassés, ni faire que celui qui a vécu n'ait pas vécu, que celui qui gérait les charges ne les ait pas gérées, et n'a sur les choses passées aucun droit, si ce n'est celui de l'oubli. Et, pour montrer même par des arguments moins sérieux notre conformité avec Dieu, il ne peut pas faire que 2 fois 10 ne soit pas 20. Mais il va continuer en disant que c'est quand même bon dans une société d'avoir des croyances pour les dieux, et l'exemple est ceci. Toutefois, il est bon dans la société de croire que les dieux prennent soin des choses humaines, que des punitions, quelquefois tardives, à cause des occupations de la divinité, dans un si vaste ensemble, ne manquent jamais cependant d'atteindre les coupables. Je trouve ça intéressant ici parce que Pline laisse planer que les dieux sont pas tout à fait tout-puissants. En fait, à mon avis, s'il ne remet pas tout à fait en doute leur existence, il remet en doute toutefois leur intérêt pour l'humanité. Ça laisse penser que les dieux y ont d'autres affaires à faire que de nous gérer. Il revient ensuite encore sur la nature humaine, et puis c'est pas très très reluisant. Tout cela embarrasse l'humanité et prévoyante, et une seule chose est certaine, c'est que rien n'est certain, et que l'homme est ce qu'il y a de plus misérable et de plus orgueilleux. Les autres animaux n'ont qu'un besoin, celui de leur nourriture, et la bénignité de la nature y pourvoit spontanément, condition bien préférable à tous les biens, car elle ne le serait que par ne penser jamais à la gloire, à la richesse, à l'ambition et surtout à la mort. Bref, il a perdu un peu foi en l'humanité à ce moment-là. Je pense qu'il doute de la bienveillance des dieux et visiblement, il remet en doute l'existence de plusieurs dieux, voire de tout. Et, mais ça s'explique quand même quand on fouille un peu. Quand on pense qu'à cette époque-là aussi, les empereurs romains étaient un peu considérés comme des dieux, si on veut.
Même si, ben, clairement, pour les gens de cette époque-là, il n'était pas fou, surtout comme Pline qui a côtoyé euh, certains empereurs romains avant qu'ils deviennent des empereurs, ben, il n'était pas niaiseux, il savait que c'était pas des dieux. Là. Mais, puis, la raison, je pense, pour sa part, de toute cette amertume, c'est probablement parce que, justement, là, c'est Titus, l'empereur, et puis c'est peut-être le moins pire depuis un bon moment. Parce que faut pas oublier que Pline était quand même, si je me trompe pas, il devait avoir à peu près 17-18 ans au moment de la nomination de... Non, probablement qu'il ne se met pas à risque avec l'empereur parce que dans le fond, pour ce qui est de Titus, pour répondre à la question de copain Alain, Titus, Plint l'avait côtoyé dans ses activités professionnelles parce que je ne sais pas jusqu'à quelle mesure ils travaillaient ensemble, mais ils s'étaient côtoyés, probablement dans leurs activités militaires. Donc, ils le connaissaient quand même assez bien. Tandis qu'il était plus jeune au moment où, justement, lui, il a connu Caligula, qui était un cinglé, il faut le dire comme ça, parce que Caligula, c'était un charmant monsieur quand même, qui il a passé des lois, et il a passé des lois, il a fait baisser certaines taxes, il a fait des bonnes choses pour le peuple en général, mais pour ce qui était de la haute société qu'il côtoyait, il méprisait de façon très, très, très flagrante. Puis, par exemple, ce qu'il faisait, puis ça, c'était une de ses petites fantaisies quand il parlait aux gens, comme par exemple aux gens du Haut Conseil, c'est que lui, il se promenait en chariot, puis les gens du conseil devaient courir à côté pour pouvoir lui parler d'affaires concernant le bien du peuple romain. Et puis, ça, c'est juste une des petites affaires qu'il faisait. Je vais essayer de retrouver. J'avais une liste de ses bonnes actions. Ah oui, d'ailleurs, ben c'est ça. Ben Caligula, c'est un peu l'inspiration pour Picsou. Il adorait marcher dans l'or. Fait que son petit plaisir aussi, c'était il se remplissait une pièce d'or, de pièces, puis il aimait ça marcher pieds nus dedans. Puis il pouvait passer des heures à marcher dans sa pièce remplie d'or. Il adorait l'or. C'était fou. Puis à un moment donné, pour donner une idée du personnage, il s'est levé un matin puis il s'est dit que ça serait vraiment trippant de traverser la baie de Naples à cheval. Et puis, ben, la baie de Naples, ben, c'est de l'eau, ça se traverse assez mal à cheval. Mais vu que tout ce que Caligula voulait, on avait intérêt à lui donner, sinon il devenait très, très, très méchant, puis il pouvait... il pouvait tuer en claquant des doigts n'importe qui. Ben, dans le fond, ils ont aligné tout plein de bateaux. Ils ont réquisitionné tous les bateaux de cette taille-là. Puis ils les ont tout alignés sur la baie de Naples. Puis ils les ont remplis d'une bonne couche de terre, assez pour que ce cher Caligula puisse traverser la baie de Naples à cheval. Qui ont fait ça. Puis il a fait ça pendant 2-3 jours. Vraiment content. Fait que ça donne une idée du comment ils pouvaient dépenser l'argent des contribuables. Ouais, ça donne une idée. Il y avait aussi, à un moment donné, tout le monde avait peur de lui. Hein. Fait que quand tu te faisais appeler par l'empereur, il y avait des bonnes chances que tu meurs. Fait que, à un moment donné, il y a des anciens conseillers qui ont été appelés en plein milieu de la nuit par l'empereur, fait qu'il était quand même assez inquiet. Puis, quand ils sont rentrés dans le palais pour savoir what's up, ben, lui, ils sont arrivés
dans son bureau et il avait préparé un petit orchestre qui sont allés d'une musique. Et puis là, lui qui dansait, s'est mis à danser très peu vêtu, sous leurs yeux confus et apeurés, pour simplement finir en disant « Est-ce que vous avez aimé ma nouvelle danse? » Puis après, il les a renvoyés chez eux, selon l'histoire. Peut-être que c'est pas ça qui s'est passé, là, mais ça fait... J'aime penser que ça devait être une chanson qui ressemblait beaucoup à Goodbye Horses. Donc, lui, il était connu pour être, justement, complètement fou. Puis, tout le monde vivait, là, surtout les gens qui le côtoyaient, vivaient dans la peur, et toute la haute société avait peur de lui. Mais par contre, si tu étais le petit peuple, tu n'avais pas trop à craindre de lui, parce que selon l'histoire, il n'aurait pas été très... il n'aurait pas été cruel envers les gens, le petit peuple. Bref. Il a été ensuite... c'est pas vraiment étonnant. Il a été tué par les gens de son conseil. Il a été poignardé dans le chest. Puis, il a été remplacé par Néron. Et puis Néron... Bon, j'ai beaucoup d'interventions dans cet épisode-là. Je corrige. Il n'a pas été remplacé par Néron, mais bien par Claude, qui était connu pour son... Il était inefficace. Il était un peu mou. Et puis, qui a été tué lui-même. Et remplacé par Néron. Et Néron, c'était une personne épouvantable aussi, qui tuait pas mal tout son entourage. Le peuple se méfiait un peu de lui parce qu'il avait tué sa mère, là, en tout cas. Et c'était quelqu'un d'assez cruel, qui a été, à qui on accuse, entre autres, d'avoir mis le feu à Rome. Bref, le Sénat a déclaré qu'il était ennemi public et il s'est suicidé. Et s'en est suivi tout un bordel dans ce qu'on a appelé l'année des 4 empereurs. Ça a été comme une période extrêmement sanglante parce que justement, Néron n'avait pas de remplaçant assigné et que tout le monde a décidé que ça leur tentait de devenir empereur. Donc, plusieurs dudes de régions différentes ont dressé des armées et ont tenté de prendre le pouvoir. Et c'est comme ça que Galba a pris le pouvoir pendant 7 mois avant de se faire tuer et d'être remplacé par Othon, qui l'avait d'ailleurs tué lui-même. Et puis lui, il n'a pas toffé longtemps. Il a fait 3 mois avant de se suicider. Il a été remplacé par Vitellius, qui a fait un beau gros 8 mois avant de se faire tuer aussi. Et finalement, c'est Vespasien qui a pris le pouvoir et qui est resté quand même un certain temps. Une période donc assez dégueulasse où l'homme n'a pas vraiment brillé par, disons, sa sagesse. Et on estime qu'il y a eu à peu près 50 000 morts. Il a été accusé après d'avoir probablement mis le feu à Rome parce qu'il avait envie de reconstruire Rome pour la moderniser. Et puis rien de mieux pour moderniser la ville que de la faire brûler avant de se faire. Hein? Donc, il y aurait mais tout ça, c'est difficile de savoir si c'est vrai. Mais il y avait des doutes qu'il aurait ordonné qu'on brûle la ville, mais finalement, tout a bien brûlé quand même. Il y a eu beaucoup, beaucoup de morts et Rome y a passé. Puis, donc, des charmantes personnes avec qui Plint a côtoyé. Et c'est justement peut-être la raison de son amertume au niveau où que tous ceux qui ont vu avoir des postes avec des grandes responsabilités sont devenus complètement fous. Il y a eu Titus avec lequel il semble bien s'être entendu, mais il est mort quand même assez rapidement. Mais Titus avait beaucoup de respect pour Pline. Mais c'est ça. Quand on parle des empereurs comme Caligula puis Néron, c'est difficile d'avoir justement une idée réelle de comment s'est passé leur règne parce que on n'a pas beaucoup justement d'archives de cette époque-là. Je pense que
même si les Romains archivaient vraiment tout, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, ce qui a survécu en termes d'archives, c'est à peu près 4 à 5 de ce qu'il y avait. Donc, c'est très, très, très peu. Et puis, en plus, quand quelqu'un comme, par exemple, Caligula, qui a eu un règne dégueulasse, ce qu'on faisait à l'époque, d'une façon de punir, c'était d'imposer l'oubli. Fait que les historiens de l'époque allaient très peu le mentionner. Comme justement Tacite, qui était un historien bien en vogue, ben, il a fait des mentions, si je ne me trompe pas, à Néron. Je ne sais pas à quel point il a parlé de Caligula, mais il va tout le temps avoir un nombre d'années. Caligula, je crois que les informations qu'on a, qui nous est revenu de lui, datent de quand même 80 ans après sa mort. Donc, il s'est quand même passé pas mal d'affaires. Puis, souvent, pour bien imager quelqu'un, on va vraiment mettre l'accent sur les trucs dégueulasses qu'il a fait, puis on va mettre sous le silence les bonnes choses. Donc, tout ce qui nous est revenu de lui, c'est peut-être le pire. Donc, c'est difficile d'avoir une vraie image de ce qu'il était, mais moi, je pense que pour ce qui est de Caligula et Néron, la meilleure image qu'on a, c'est l'amertume de Pline sur le système politique de l'époque. On ressent qu'il a perdu tout espoir en l'humanité. Mais il aime la nature, par exemple. Il faut y donner. Il aime la nature, c'est ce qui rend le texte vivant. Puis il se fascine de plein de choses, mais on ressent. On ressent que ces années militaires, où il a probablement fait des trucs dégueulasses qui ont été ordonnés par des empereurs, on ne le sait pas, mais probablement. Hein, il était sur le terrain, tout ça, fait que... Mais, bref, il en a fait des choses, puis là, il est à un moment de sa vie où que justement, il peut relaxer un peu avec un empereur qui est un peu moins fêlé. Fait que, bref, c'est quand même intéressant. Hein? Puis aussi, ses propos, c'est une autre chose que je trouve qui est quand même intéressante, c'est que ses propos sur les dieux, s'ils avaient dit un peu plus tard, probablement qu'il serait allé, qu'il aurait fini au bûcher. Mais, il est quand même assez chanceux parce que, ben, justement, le catholicisme n'est pas encore vraiment arrivé. Pour donner une idée de la chose, le premier empereur converti au christianisme, c'était Constantin le Grand. Puis c'était en 337. Comme on est encore assez loin, là, vu qu'on est comme... on est plus dans les années 70. Fait que c'est encore assez loin. Mais comme par exemple, les premières mentions du christianisme qu'on connaît, c'est, si je ne m'abuse, c'est justement Tacite qui lui il était historien, mais il était aussi il y avait des responsabilités gouvernementales, entre autres à la cour. Et si je ne me trompe pas, c'est dans des lettres où qui se questionnait sur la façon de juger des chrétiens. Donc, pas sûr de la date exacte, mais quand même. Fait que c'était en train de se faire, mais à l'époque de Pline, il y avait encore toutes sortes de dieux différents, puis plein de temples à différentes divinités. Mais tranquillement, j'ai l'impression que c'était déjà en train de se... Les croyances étaient en train de s'amenuire, à mon avis. Et ça donne aussi une idée pourquoi il peut en parler de façon quand même assez ouverte, parce que on ressent son désarroi
Mais c'est ça, en termes du premier livre, à mon avis, ça va me prendre à peu près entre 2 à 3 épisodes pour faire le tour de tout ça. Parce que on va rentrer dans des sujets. Il traite justement au début de la conception du monde, ou plutôt de sa consistance. Puis après, il bifurque justement pour parler des dieux. Puis ensuite, il revient vers les astres. Il parle des révolutions. Puis ensuite, ben, c'est ça, il va aller, il parle de phénomènes. Il va rentrer dans des sujets là, comme justement pourquoi les eaux sont-elles salées. Il va parler des marées. Il va parler c'est ça. Donc, il y en a encore beaucoup à traiter, puis c'est quand même assez intéressant. Fait que je vais revenir là-dessus dans les épisodes à venir. Et puis, pour se donner une idée, après, je crois que les 5 livres suivants, ça va être de la géographie du monde connu, et il va parler, entre autres, des différents peuples qui vivaient à l'époque, et d'autres, justement, là, qui n'existe plus. Donc, ça va être assez intéressant aussi. Donc, je pense que ça fait le tour de l'épisode d'aujourd'hui. Ben, j'espère que ça leur a plu. Et puis, sur ce, bonne soirée.